Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. L'eau n'est peut-être pas aussi banale que cela. L'eau présente différentes facettes, l'eau matérielle mais aussi spirituelle. L'eau aurait-elle une conscience ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Fabienne Raoul, ancienne ingénieure matériaux et manager dans le secteur de l'énergie nucléaire, devenue sophrologue et praticienne de soins énergétiques après une expérience de mort imminente. Elle collabore avec les chercheurs universitaires et académiques en tant que sujet sensitif et aussi en tant que scientifique. Dans son ouvrage Tout est lié et si l'eau avait une conscience, paru aux éditions Le Duquesneau, elle nous plonge dans une enquête passionnante sur l'eau et ses mystères. Elle y dévoile ses fabuleux pouvoirs. Bonjour Fabienne, je suis vraiment ravie de vous recevoir dans le podcast. Bonjour Sophie, merci infiniment pour l'invitation. Alors vous êtes l'auteur de Tout est lié et si l'eau avait une conscience, paru chez Le Duquesneau. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage et comment s'est-il construit ? Alors, j'allais dire qu'effectivement, c'est déjà le bon terme de dire que j'ai été poussée par écrire sur l'eau, étant donné que je n'avais absolument aucune connaissance sur l'eau à part mes cours de quand j'étais jeune. Pour moi, j'ai été poussée par l'invisible bienveillant. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à travers des signes et des synchronicités qui sont un petit peu comme le petit pousset, les petits cailloux dans ma vie depuis mon EMI en 2004. En fait, il y a plusieurs facteurs qui ont abouti à l'écriture de ce livre et puis à m'intéresser à la thématique de l'eau. Le premier, c'est qu'il y a plusieurs années de ça, j'ai découvert que mon grand-père maternel était sourcier. Et alors, je savais qu'il était paysan, manœuvre, mais alors absolument pas sourcier. Et quand j'ai appris cela de la part de ma mère, ça a été une vraie surprise, un vrai choc, parce que c'était pas du tout des choses qui se disaient dans la famille. Et donc, ça m'a déjà un petit peu amené à me poser des questions sur tiens, mais pourquoi l'eau ? Je suis allée à un stage de géobiologie qui avait lieu à Vannes. Alors à l'époque, j'étais en région parisienne en plus, donc je me suis dit tiens, je vais découvrir un petit peu Vannes. Retour un peu à mes sources bretonnes puisque je suis du Finistère par contre. Et j'ai décidé à un moment donné de basculer et de venir m'installer à Vannes. Et dès lors, en fait, j'ai eu plein de signes, des synchronicités qui se sont encore plus manifestées dans ma vie. Je vous donne un exemple très concret. C'était par exemple une de mes clientes qui m'écrit à propos de mon premier ouvrage qui s'intitule Mon bref passage dans l'autre monde. Eh bien, elle m'écrit Mon bref passage dans l'au-delà et l'au-delà écrit EAU. Bon, alors je dis c'est quand même un peu bizarre. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis je suis partie à Lourdes en fait en 2019 avec une amie et là ça a été pour moi une expérience extrêmement forte. On en parlera peut-être un petit peu plus loin, mais ça a été, j'allais dire, le départ, l'élément vraiment déclencheur qui m'a permis de m'intéresser à l'eau d'un point de vue scientifique et d'un point de vue aussi de ses guérisons. Donc, j'ai pu rencontrer des chercheurs, des médecins, des scientifiques, et là, ça a été une vraie découverte pour moi de ce qu'était vraiment l'eau, parce que on pense que c'est, comme vous le disiez en introduction, quelque chose d'assez banal. Eh bien, pas du tout. Il y a un côté très mystérieux, mais pas forcément occulte. C'est mystérieux dans le sens qu'on ne connaît pas forcément toutes ces facettes. Et donc, j'ai découvert beaucoup de choses très, très intéressantes. Et au fur et à mesure que je progressais, dans l'écriture de mon livre, j'avais aussi tous les matériaux qui m'étaient donnés par l'invisible. C'est souvent comme ça, quand je dis oui, quand je dis oui à l'invisible, eh bien les choses se manifestent. Et ça, c'est magnifique. Donc, en fait, ce livre a la particularité d'avoir été écrit au fur et à mesure. Et ça a été un peu osé de ma part parce que mon éditeur m'avait donné le feu vert alors que je disais que je savais pas trop sur quoi j'allais écrire, mais je savais qu'il fallait que j'écrive sur l'eau et d'où voilà la naissance de ce livre. C'est hyper intéressant de voir le cheminement. Finalement, c'est tout un cheminement, la construction de ce livre. C'est ça.
Exactement. Et contrairement à ce que nous avons pu apprendre, quelle est l'origine de la vie? Alors effectivement, à l'école, on nous a appris en fait que les océans sont le berceau de la vie, puisque la composition chimique de notre plasma sanguin est très similaire à celle de l'eau de la mer. Et en fait, c'est pas tout à fait exact. D'après le professeur Marc-Henri, que j'ai pu interviewer dans le cadre de mon livre, Marc-Henri alors il a pris sa retraite maintenant, mais c'était un enseignant-chercheur à l'université de Strasbourg, ingénieur chimiste, spécialiste de l'eau, et notamment de la physique quantique de l'eau. Eh bien, d'après Marc-Henri, il me disait que il y a eu 3 ingrédients qui ont concouru l'existence de la vie sur la Terre. Alors, d'abord, les ribosomes. En fait, les ribosomes, ce sont tout simplement des ARN qui s'autorépliquent tout seuls, de l'argile et de la glace. Donc, ces 3 éléments, eh bien, sont rentrés en réaction chimique ensemble et ont abouti à des déchets, dont l'eau. Et il m'expliquait qu'effectivement, ces réactions chimiques n'auraient pas été possibles dans l'océan, puisqu'ils auraient été complètement dilués dans l'eau, en fait. Outre cet élément qui est, à mon sens, qui est vraiment très intéressant, il faut savoir que l'eau qu'on a aussi sur la Terre vient du ciel, vient de l'espace même, des météorites, puisque les météorites comportent à peu près 22% d'eau. Et on sait aussi, on a découvert depuis de nombreuses années maintenant qu'il y a aussi de l'eau sur Mars, qu'il y a de l'eau sur la Lune, etc., etc. Et donc, c'est des domaines assez fascinants. Donc, la Terre n'est pas un élément tout seul dans l'univers. Voilà, on voit bien qu'on est en relation avec d'autres planètes, avec des étoiles, etc., etc. Et dans votre ouvrage, vous parlez de Lourdes et vous avez relevé que sur les 7000 dossiers de guérison déposés à Lourdes depuis les apparitions, 70 cas ont à ce jour été reconnus comme miraculeux par l'Église. Quelle est la différence entre la guérison et le miracle? Alors déjà, je vais resituer peut-être où se trouve Lourdes, pour les personnes qui ne sauraient pas, parce que c'est vrai que bon, pour nous forcément, forcément ou pas d'ailleurs, on voit où c'est, mais il y a des personnes qui ne le savent pas. Donc Lourdes, en fait, c'est dans le sud-ouest de la France, c'est situé pas très loin de Tarbes, et c'est considéré vraiment comme une terre de guérison. Elle est liée aux apparitions de la Vierge Marie à la petite Bernadette Soubirous en 1858. Donc, il y a eu 18 apparitions de la Vierge, dont, dans ces apparitions, alors il y avait des messages, parfois il n'y avait pas de messages, et un de ces messages était de creuser la terre, creuser le sol, pour y faire émerger de l'eau, une source. Et s'il s'est trouvé qu'effectivement cette source était miraculeuse, puisque les guérisons ont commencé à se faire, en fait. Donc, il y a eu énormément de personnes à cette époque-là qui ont été guéries. Et voyant l'ampleur du phénomène, eh bien, il a été décidé de créer un bureau des constatations médicales qui aujourd'hui continue encore à exister. D'ailleurs, c'est quand même assez, je fais une petite parenthèse, mais c'est quand même assez intéressant que en France, où on est quand même très rationnel, très cartésien, on a besoin de preuves, etc., eh bien, on ait ce bureau des constatations médicales qui permet d'authentifier justement ces guérisons. Donc, pour répondre précisément à votre question, qu'est-ce qui fait la différence entre des guérisons et des guérisons miraculeuses, donc les fameux 70 miracles? Eh bien, il y a 7 critères qui sont très exigeants, qui définissent les guérisons miraculeuses. Le premier de ces critères, c'est il faut que la maladie soit grave. Le deuxième, il faut que ce soit reconnu par la médecine. Troisième, il faut que ce soit une maladie organique, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui aurait une maladie psychologique ou psychiatrique, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Le quatrième critère, c'est que la personne ne doit prendre aucun traitement qui serait à l'origine de la guérison. Cinquième critère, la guérison doit être instantanée, subite, immédiate. Pas juste une régression des symptômes, mais vraiment un retour en fait à la pleine santé, un retour de toutes les fonctions vitales, tout simplement. Et puis le dernier critère, c'est qu'il ne faut pas que ce soit juste une rémission, il faut que ça dure dans le temps. C'est la raison pour laquelle la procédure est extrêmement longue pour obtenir effectivement l'état, le statut de miracle.
Le dernier mot, en fait, de tout ce processus revient à l'évêque qui, lui, c'est lui qui définit si oui ou non c'est un miracle. Donc, on voit bien que c'est à la fois une procédure qui est très exigeante, qui est religieuse et scientifique et médicale. Donc, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette démarche, c'est que on relie à la fois la science, le corps médical, et puis l'aspect spirituel. On ne comprend pas en l'état actuel des connaissances scientifiques. Voilà un petit peu ce qui différencie effectivement une guérison miraculeuse d'une guérison classique. Une guérison classique, ça peut être quelqu'un qui va effectivement guérir d'une maladie, mais ça va être dans le temps. Il va se dire, pour moi, j'ai été guéri à Lourdes, mais voilà, ça s'est pas fait instantanément, ça a pris peut-être 6 mois, 1 an, etc. Voilà en gros la différence. Et justement, l'eau de Lourdes joue-t-elle un rôle dans ces guérisons? Alors oui, tout à fait. L'un des messages que la Vierge a donné à la petite Bernadette, c'était justement « Venez boire à la source et vous y lavez ». En fait, l'eau, elle est à l'origine des guérisons miraculeuses dans plus de 70% des cas. Que ce soit qu'elle soit utilisée cette eau en ablution, c'est-à-dire pour se laver, ou bien en ingestion. Donc, il y a des guérisons d'ordre physique, comme on le disait tout à l'heure, les maladies organiques, physiques, peuvent être guéries. Je pense notamment à des maladies neurologiques, par exemple, et notamment la dernière miraculée qui est une sœur Morio. Eh bien, effectivement, elle a été quasiment paralysée et elle a ressenti une grande chaleur dans son corps et voilà, elle a entendu une voix qui lui a dit d'enlever ses appareils et elle n'a plus du tout eu besoin d'utiliser la canne ou quoi que ce soit pour marcher. Elle était entièrement guérie. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et le deuxième type de guérison qu'on a pu observer, ce sont des guérisons de l'âme, c'est-à-dire des conversions. Des personnes qui ont eu la foi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette notion c'est pour ça que l'eau, elle a cette dimension dite spirituelle, en fait. Voilà, le fait d'aller au bain, par exemple, aux piscines à Lourdes, il peut y avoir un impact sur de guérison physique ou des guérisons de l'âme. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Enfin, à titre personnel, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'ai eu cette expérience en 2019 à Lourdes. Moi, j'avais déjà par contre cette foi, et je dis bien cette foi et pas cette croyance, j'avais déjà cette foi en Marie, c'est-à-dire cette foi pour moi, c'est l'expérience qui nous transforme, ça nous touche en plein cœur. La croyance, pour moi, vient de la tête, vient de choses qu'on nous a dit de penser, d'adhérer. Et moi, j'étais pas à milieu de ça, parce qu'avant, j'étais pas du tout croyante, pas du tout spirituelle ou quoi que ce soit. Donc, j'ai eu un avant et un après. Bon, ça date déjà de l'EMI, mais l'expérience à Lourdes a renforcé ma foi dans Marie, en fait, tout simplement. Ouais, ça part pas effectivement du même, ça part pas du même point. Effectivement, l'un, ça part de la tête et l'autre, ça part du cœur. Donc, c'est effectivement pas la même chose pour le coup. Tout à fait, tout à fait. Et pour moi, c'est vraiment important. D'ailleurs, je dis souvent aux personnes, mais reliez-vous à votre cœur, reliez-vous à votre corps, à ce que vous ressentez, à votre intuition, plutôt que avaler des propos, des paroles que vous pourriez entendre et qui ne feraient même pas sens, qui résonneraient pas en vous. Je pense que la vie, c'est une expérience en tant que telle. On est là pour vivre notre propre expérience. Donc, c'est aussi accepter d'être transformé, accepter d'accueillir l'invisible, d'accueillir tout ce qu'on ne comprend pas. Les traditions, la plupart des traditions religieuses et philosophiques, pour elles, l'eau, eh bien, c'est une source de vie. C'est également un moyen de purification du corps, un moyen de purification de l'âme. C'est un lieu de régénérescence. On le retrouve un petit peu partout. Et ça, c'est vraiment le point commun de toutes les religions ou traditions. Et l'eau a-t-elle une mémoire ? Alors, d'après des expériences qui ont été réalisées dans les années 80, la réponse est oui. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais en faisant très court, Jacques Benveniste, qui était un médecin immunologiste au CNRS et puis à l'INSERM, en fait, a réalisé des expériences sur l'eau. Les expériences ont consisté en une haute dilution d'un allergène, alors au point que
cet allergène, eh bien, n'était plus présent en termes de molécules physiques dans l'eau. Et puis, cette eau, eh bien, on y a mis dedans, en fait, des anticorps. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il se passait une réaction. C'est-à-dire que les anticorps réagissaient comme si les allergènes, qui pourtant n'étaient plus du tout présents en termes de molécules physiques, eh bien, réagissaient comme si ces antigènes étaient toujours présents. Donc, c'est quand même assez stupéfiant. Et le principe de haute dilution, d'ailleurs, a donné lieu, ça rejoint l'homéopathie. C'est exactement les mêmes principes. Je fais juste une petite parenthèse, mais pour les lecteurs qui aimeraient aller plus loin, je conseille l'excellent documentaire On a retrouvé la mémoire de l'eau sur France 5, qui est très bien tourné et qui justement parle de la mémoire de l'eau, des expériences de Jacques Benveniste, et aussi celle de Luc Montagnier, qui malheureusement a été vraiment sali ces derniers temps. Mais il faut savoir que le professeur Luc Montagnier a repris aussi des expériences de Jacques Benveniste. L'expérience de Jacques Benveniste a montré que toute molécule, que ce soit les molécules présentes dans les bactéries, dans les virus, etc., eh bien, a une signature électromagnétique. C'est ça qui a été mis en évidence, et que l'eau a cette faculté de garder cette signature et de la restituer par ailleurs. C'est comme en fait un CD, un compact disque ou un MP3. C'est vrai que c'est un peu plus moderne le MP3 que le CD. Je suis restée aux anciens fonds. Mais c'est un petit peu le même principe qui est quand vous mettez un CD, un enregistrement ou MP3, eh bien le son qui est émis, vous l'entendez, et pourtant le chanteur n'est pas là avec vous, présent. C'est exactement la même chose qui se passe. Donc, le concept, en fait, a été repris par la suite par Luc Montagnier, qui a utilisé un ADN. Pareil, le principe de haute dilution dans l'eau. L'eau, ensuite, va garder la signature électromagnétique de cet ADN, et il a codé et enregistré ce fichier. Ce fichier a été envoyé dans un laboratoire en Italie. On a fait écouter ce signal à un tube à essai qui contenait de l'eau, les constituants de base de l'ADN. Alors ça, on va revenir à des cours de biologie de terminale. L'adénine, guanine, tyrannine, cytosine, AGCT. Plus en fait une enzyme qui s'appelle une polymérase, qui est la colle en fait, tout simplement. Donc ces trois éléments, donc je répète, constitutifs du tube à essai, on a de l'eau, on a les constituants de base de l'ADN, on a l'enzyme polymérase. Eh bien, quand on fait écouter comme un CD ce fichier, eh bien, le fichier qui était à Paris, eh bien, à ce moment-là, l'ADN se reconstitue à 98%. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant, je trouve, comme expérience. Ça montre bien que l'information, c'est bien un principe d'information qui est en jeu. Donc oui, France 5, je me permets de parler de ce documentaire parce que j'ai vraiment trouvé très très intéressant pour les personnes qui voudraient aller plus loin. On a retrouvé la mémoire de l'eau. Et justement, par rapport à ce que vous venez de nous partager, l'eau a-t-elle des informations à nous dire et pouvons-nous lui communiquer des informations? Alors tout à fait, l'eau est à la fois émettrice et réceptrice d'informations. Elle est réceptrice, notamment, je vais parler très rapidement des expériences réalisées par Masaru Emoto, qui est un Japonais. Alors il était, puisqu'il est décédé, docteur en médecine alternative, chercheur, mais pas scientifique pur et dur. Lui-même se qualifie d'ailleurs d'artiste plutôt que de scientifique pur et dur. Il a réalisé des expériences qui ont permis de mettre en avant l'impact des prières, des intentions, des mots, des émotions, de la musique sur l'eau. Donc cette eau ensuite a été congelée et a abouti soit à des cristaux harmonieux, beaux, ou alors
pas du tout de cristaux, des choses assez moches. Et qu'est-ce qui faisait la différence entre ces beaux cristaux et ces choses plutôt moches, entre guillemets? C'est tout simplement que l'intention était positive. Il envoyait de l'amour, il envoyait de la gratitude, des remerciements, ou bien des belles chansons type Ave Maria, voilà, des choses qui élèvent l'âme, hein, comme on dit, du beau, du bon. Et à contrario, ce qui ne donnait pas lieu à des cristaux, eh bien, c'était des messages de haine, des messages vraiment négatifs, etc. Alors, en tant que tel, ça prouve, j'allais dire, pas grand-chose, si ce n'est que, ce qui est intéressant, c'est que ça montre quand même qu'il y a un impact, effectivement, de nos pensées, de nos émotions et de nos mots sur, mots MOTS, sur l'eau. Donc, il a mis au point aussi une expérience en double aveugle à distance, qui a aussi été très, très intéressante. Alors, bien sûr, là, on parle de critères artistiques, subjectifs, mais malgré tout, bon, voilà, elle donne quand même une petite indication sur l'impact que peuvent avoir notre conscience, au sens large du terme, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, nos mots sur l'eau. Il faut savoir que notre corps est constitué d'eau, hein, au niveau infiniment petit, à 99%. C'est-à-dire que sur 100 molécules, on a 99 molécules d'eau. Donc, c'est énorme. Donc, quand on rentre en résonance avec quelqu'un, d'ailleurs, parfois on dit, tiens, je sens bien cette personne, ou au contraire, je la sens pas. Je sens une énergie négative, ou je sens pas que c'est bon d'aller vers elle, par exemple. Ben, en fait, alors ça, c'est mon hypothèse, mais est-ce qu'on n'aurait pas l'eau de notre corps qui rentrerait en résonance avec l'eau du corps de la personne, et puis bien sûr son champ électromagnétique, parce qu'à mon sens, on est empli d'informations et dans notre corps et tout autour de notre corps, ce qu'on appelle le champ électromagnétique et le corps énergétique en fait, hein, tout simplement. Et puis le deuxième point, donc là on voit que l'eau effectivement est réceptrice, hein, c'est une expérience parmi d'autres, mais on a aussi cette notion de eau émettrice d'informations. L'exemple que je donne dans mon livre, c'est par exemple la géobiologie. L'eau qui traverse le sol, eh bien, elle émet un rayonnement. On voit qu'il y a un impact clair et net de cette eau qui est en mouvement dans le sol sur les arbres, puisque il y a certains arbres qui vont recevoir justement ce rayonnement de l'eau et qui vont pousser de travers parce que pour eux c'est néfaste. Il y a des expériences qui ont été faites par ailleurs sur des humains où la thyroïde s'affole quand on est au-dessus d'un courant d'eau, hein, du rayonnement émis par cette eau. Donc on voit bien qu'effectivement elle émet des informations. Mais ce qui est le plus intéressant à mon sens et qui montrerait que l'eau aussi a une conscience, c'est cette expérience que j'ai faite avec une parapsychologue, voyante parapsychologue, qui s'appelle Sophie Chevalier. Et qui d'ailleurs travaille avec Lilou, la télé de Lilou, hein, voilà. Et j'ai proposé à Sophie des tests en lui proposant différents types d'eau, auxquels elle ne voyait pas bien évidemment le contenu des bouteilles que je lui présentais. Et je lui demandais spontanément ce qui lui venait. Et notamment, alors pour vous donner des exemples de ce qu'il y avait dans ces bouteilles d'eau, il y avait de l'eau de la mer, il y avait de l'eau du robinet, de l'eau de vanne, il y avait, j'ai mis un piège bien évidemment puisque je suis un peu tordue dans mes expériences scientifiques. J'ai besoin de me dire bon, est-ce que le piège elle va le déjouer ou pas? Bon, c'était pas très sympa de ma part, mais n'empêche elle a déjoué ce piège. Elle a vu que cette eau, ce jus de fruits en fait, eh bien, c'était pas de l'eau pure. C'était vraiment. Elle me parlait de comment dire. Elle voyait une machine qui broyait en fait les fibres. Elle voyait des fibres qui passaient quoi. Je dis mais c'est incroyable. Et ce qui m'a le plus marqué, le plus étonné de cette expérience, c'est que Sophie me dit oulala, mais cette eau là, l'eau elle est en colère. Elle crie. Elle est comme elle est en contrainte. Et effectivement. Il s'agissait d'eau mise en bouteille
Et on sait bien que le principe de mise en bouteille de l'eau, alors vous faites passer de l'eau dans des tuyaux très longs. L'eau est considérée comme un objet, elle n'est pas du tout utilisée comme une eau vivante, hein, tout simplement. Et en fait, ce qu'exprimait Sophie, c'est que cette eau, eh bien, elle avait d'une certaine façon une émotion et donc une conscience. Quand vous allez dans certains lieux, près des certaines rivières, etc., quand il y a eu des choses pas très sympathiques, je pense à des accidents ou même pire, eh bien certaines personnes peuvent ressentir en se connectant à l'eau qu'est-ce qui s'est passé effectivement à cet endroit. Voilà. Et je pense à Corinne Sombrin notamment qui avait fait une expérience il y a quelques années avec cette eau et voilà qui avait l'eau lui avait donné des informations sur voilà quelque chose d'assez dramatique qui s'était passé à cet endroit. Donc, je trouve ça intéressant que l'eau que l'on prend comme finalement un objet, parce que c'est voilà, on peut dire, hein, aujourd'hui c'est perçu comme un objet et pas comme un être vivant, différemment de nous bien évidemment, mais en tout cas c'est vivant, elle est vivante à mon sens. Eh bien, je trouve que c'est intéressant de pouvoir mettre en place toutes ces expériences parce que c'est quand même l'eau, cette eau nous la buvons. Donc, nous informons aussi notre corps. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette conscience-là de ce que nous mettons dans notre corps. Donc, j'en profite pour dire aux auditeurs que avant de boire leur eau, par exemple, ils peuvent la charger par des choses positives, par des intentions. Si vous, par exemple, le matin, vous buvez votre verre d'eau au réveil, vous pouvez émettre l'intention de la charger en énergie. Hein, vous avez besoin d'avoir un coup de peps dans la journée. Vous dites ok, vous mettez vos mains de part et d'autre de votre bouteille d'eau, vous vous concentrez un petit peu et puis voilà, vous lui dites ok, énergie. Vous répétez plusieurs fois énergie, énergie. Voilà, charge-toi en énergie, par exemple, en lumière aussi. C'est très important parce qu'ensuite ça va se diffuser dans votre corps. Alors ça peut paraître bizarre ce que je raconte et pourtant je peux vous assurer qu'il y a malgré tout des choses très très belles qui se passent. On peut dire que c'est après un effet placebo, c'est l'effet Coué, peu importe. Même l'effet placebo, les scientifiques n'arrivent pas à l'expliquer. Donc ça reste quand même intéressant. Voilà. Donc j'en profite pour dire ça également. Donc n'hésitez pas à magnétiser également votre eau, hein, tout simplement, à lui mettre une information, une intention, c'est hyper important. Je précise également que là où va votre attention couplée à votre intention, eh bien, ça fait comme un laser. C'est-à-dire que là, vous renforcez votre énergie et vous avez plus de chances de matérialiser aussi votre désir. Alors, j'ai pas envie de m'éloigner du sujet, mais c'est très important de partir de cette notion de désir, donc du cœur, voire des tripes, pour matérialiser les choses. Encore faut-il que ce soit en cohérence avec notre âme, bien évidemment. Ça, c'est important. Parce que si demain, moi, je dis, je veux gagner à l'euro-million, et puis que j'y pense, je me dis, Fabienne, elle a dit l'intention, etc. Oui, mais d'accord. Mais si c'est pas ce que l'âme a prévu aussi pour soi, ça marchera pas. Enfin, c'est pour ça que, la notion de la loi d'attraction, moi, je suis un petit peu plus dubitatif par rapport à ça. C'est pas un truc magique comme ça. Voilà, c'est ma petite parenthèse que je fais, mais il faut être vigilant par rapport à ça. Ah, mais je suis totalement d'accord. Mais pour moi, il faut aussi, j'allais dire, vibrer l'information entre guillemets, mais d'un point de vue honnête, en fait, pas se dire qu'on le vibre. Mais vraiment, en fait, et parfois, en fait, ça demande aussi d'aller visiter parfois, des émotions qu'on n'a pas forcément envie de voir pour pouvoir contacter vraiment cette vibration. Et donc, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que l'ayant vécu dans mon propre cheminement à un moment donné, je me suis dit, ah oui, je vois la loi d'attraction un peu différemment que ce qu'on peut entendre, qui est finalement pas fausse, mais qui est en surface. Alors qu'en réalité, c'est plus subtil. Donc oui, ça me parle beaucoup, en tout cas, ce que vous dites. Ça. Tant mieux. Je trouve ça très intéressant. Je vais tester. Je n'avais pas pensé, mais c'est marrant parce que quand on a débuté le podcast ensemble, je me disais, en fait, il faudrait la boire un peu plus en conscience, en fait. C'est ce qui m'est venu.
Exactement, mais c'est tout à fait ça, c'est la boire en conscience, c'est aussi la remercier. C'est très important la gratitude, hein, la gratitude, le bienfait, les bénir. Il y a deux choses qui sont très importantes chez un être humain et qui sont, ça remonte à très très loin. C'est la gratitude et la bénédiction. La bénédiction, c'est dire du bien, faire du bien, c'est bénir. D'ailleurs, on bénissait avant dans nos repas, avant de manger, etc. Mais c'est moi ce que je fais. Enfin, je sais pas, si c'est une petite parenthèse, mais je me dis avant de manger, ok. Alors pareil, il y a de l'eau dans ma nourriture, Bien hein, sûr. c'est la même chose. Euh, En fait, je me dis, ok, là, ce que j'ai dans mon assiette ou que ce soit l'eau que je bois, eh bien, je sais qu'il y a des gens derrière qui ont travaillé. Je sais que c'est la terre qui a nourri, qui Mmh. m'a nourri et qui nous nourrit. Donc, c'est des petites graines dans la terre qui vont grandir pour donner une plante, hein, qui va être ensuite cultivée, qui va être ensuite acheminée, voilà. Et derrière, il y a tout un. C'est les animaux aussi, c'est les insectes. En fait, c'est se dire qu'on est nous en tant qu'être humain en bout de chaîne, mais vraiment en bout de chaîne, hein, comme on l'a appris. Mmh. Moi, je me souviens, je sais plus si c'était au primaire ou au collège, on nous apprenait ça. On est en bout de chaîne, nous, l'être humain. Alors, on se considère bien évidemment super contrôlant la nature, etc., la planète, parce que on domine, Mmh. hein, avec notre cerveau, notre petit cerveau. Mais en réalité, on voit bien, s'il n'y a plus d'insectes, Mmh. on peut plus, il y a plus de pollinisation, et il y a plus, c'est la fin. On voit bien, hein, le- j'allais dire la crise dans laquelle on est à l'heure actuelle. Donc, c'est aussi prendre conscience que nous sommes un petit maillon de toute cette Mmh. chaîne et on a besoin des animaux, on a besoin de l'eau, on a besoin des insectes, on a besoin des poissons, etc., etc. Donc, c'est retrouver aussi notre place d'être vivant au sein de la nature et pas d'être supérieur, contrôlant sur la Mmh. nature. Je crois qu'il y a vraiment ça, c'est l'enjeu de notre époque. Je suis désolée, je pars un peu sur autre Mais pas chose, du mais en tout, même temps, c'est en lien, à mon sens, avec complètement. l'eau, mais c'est retrouver tout simplement cet équilibre au sein de la nature et non comme être dominant la nature. C'est pas possible. On ne peut plus fonctionner comme Mmh. ça. C'est fini. Donc soit on a cette prise de conscience là maintenant, soit on va droit dans le mur. Mais bon, on aura une extinction humaine et puis il y aura d'autres êtres humains qui C'est viendront après ça, nous, ou pas. exactement, ou pas. Mais c'est vrai que je rebondis par rapport notamment au titre de votre ouvrage. Tout est lié. Tout est lié. C'est qu'en fait, finalement, on est tous liés, mais il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Tout est lié, en fait. Je pense que je veux dire, ces trois mots résument très bien, en fait, finalement, ce que vous venez de Oui, dire. Ouais, oui. En fait, tout est lié. Ça veut dire qu'il y a une c'est ça. interconnexion entre tout le vivant, Mm. c'est-à-dire entre déjà tous les humains. Pour moi, quand je vois quelqu'un, c'est peu importe sa couleur de peau, peu importe son Mm. statut social, peu importe ce qu'il ou elle fait dans sa profession, je vois une âme avant tout. Et cette âme qui porte la lumière, on vient tous de la lumière, et à mon sens, on partira tous dans la lumière. Mais en tout cas, on a déjà cette reliance entre nous en tant qu'être Mm. humain et aussi avec la nature. Ça, c'est tellement évident entre l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit. Je veux dire, c'est essentiel, c'est essentiel. Et vous savez que tout est lié. Ces trois mots me sont venus quelques jours après mon EMI, où je me suis réveillée dans ma chambre, mais vraiment en me levant et en disant, mais c'est pas moi qui disais, ça sortait de ma bouche et en disant tout est lié. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dis, quoi? Mais c'était pas moi. Enfin, ça peut paraître dingue de dire ça, Mm. mais, et aujourd'hui, je comprends, et c'est pour ça que j'ai aussi donné ce titre-là à mon livre, parce que ça fait sens avec cette reliance, cette connexion qu'on a tous entre nous et avec la nature, et avec notamment cet élément eau, qui pour moi est vraiment un élément, mais d'une extrême importance. On Mm. le voit bien, on a plus d'eau, on meurt, hein. C'est aussi Complètement. simple que ça, Ouais. malheureusement. Alors, dans votre ouvrage, vous abordez les bienfaits de l'eau. Parmi eux, pourriez-vous en partager un avec nous? Alors, je dirais que la première fonction de l'eau, c'est de drainer en fait les toxines du corps.
Déjà, ça, c'est la base. Donc, boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, ça, c'est important, indépendamment du thé, du café, des tisanes. C'est vraiment important de pouvoir éliminer. D'ailleurs, vous pouvez purifier votre eau, la magnétiser, comme on parlait, ou la dynamiser. J'en parle un petit peu dans le livre de certaines approches, certaines manières de le faire. On le disait tout à l'heure, mais sans eau, rapidement notre corps tombe malade et ça on peut aller jusqu'à la mort en fait. Donc l'eau, elle nous purifie intérieurement, mais aussi elle purifie notre corps énergétique. Moi, ce que j'aime bien dire aussi aux personnes, c'est quand vous prenez votre douche, prenez-la en conscience. Ah oui, je suis tellement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez remercier l'eau. Déjà, on se rend pas compte, mais en France, on a une grande chance d'avoir de l'eau à profusion. Alors dans certains, parfois on est restreint quand il y a des sécheresses, etc. Mais en tout cas, c'est de rendre compte de la chance qu'on a aussi d'avoir cette eau à disposition. Et quand vous prenez votre douche, vous pouvez émettre cette intention aussi de vous purifier votre corps, parce que non seulement l'eau purifie votre corps physique, mais également votre corps énergétique. Et moi, je sais que j'aime bien aussi prendre une douche avec cette conscience-là. En allant aussi dans l'océan. Alors moi, je sais que j'adore aller marcher, faire du longe-côte, me baigner. Moi, je me sens ressourcée. C'est un peu un bain de jouvence. Voilà. Donc ça, c'est une grande chance. Vous habitez aussi. On n'est pas loin de la mer, on a de la chance. Ouais. On n'est pas loin de la mer, toutes les deux. C'est vrai que c'est une grande chance. Mais voilà. Donc un des bienfaits de l'eau, c'est cela en fait, tout simplement. La base de la base, j'allais dire. Comme vous le disiez justement, comme nous sommes en lien avec l'eau, nous avons tout intérêt à en prendre soin. Qu'en pensez-vous? Même si vous êtes déjà un petit peu, j'allais dire, exprimé sur ce sujet. Oui, effectivement, c'est très très important de prendre soin de l'eau encore plus aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau dans le futur elle est déjà une denrée qui devient de plus en plus rare. Il faut savoir qu'elle est cotée en bourse. Alors, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'elle a une valeur pécuniaire maintenant, l'eau. Ce qui devait être un bien commun, l'eau nous est quand même donnée par le ciel, par la nature. Et donc, on est dans une perspective de la marchandiser. Donc là, je pense qu'il y a quand même un sérieux problème. Donc, moi, je suis de l'avis des Amérindiens qui est de dire on doit la considérer comme un être vivant. On en parlait tout à l'heure, nous sommes reliés à la nature, nous sommes reliés aux océans. Sans eau ou avec une eau polluée, c'est la mort des poissons, la mort des animaux, et nous sommes en bout de chaîne, donc c'est notre mort à nous. Aussi simple et basique que ça. Donc, l'eau, pour moi, elle est vraiment sacrée, c'est-à-dire elle a aussi cette dimension spirituelle. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Lourdes, mais d'ailleurs, c'est pas un hasard si la Vierge Marie est apparue, et il n'y a pas que à Lourdes, dans certains lieux aux voyants, pour leur dire de trouver l'eau dans le sol. C'est pour moi parce qu'il y a effectivement une dimension d'eau guérisseuse, mais c'est aussi une dimension spirituelle et cette eau qui fait partie de notre corps. Il y a une juriste, justement vous qui êtes aussi juriste de profession. Alors il y a Valérie Cabane que je cite aussi dans mon livre, qui est juriste, écologiste et qui milite pour la reconnaissance en fait de l'eau comme étant une personne de droit. Et je suis tout à fait d'accord parce que aujourd'hui, on en arrive à un extrême où, tant qu'on ne légifère pas, ça devient du grand n'importe quoi. Donc, on a besoin de légiférer. On a besoin, peut-être, d'ailleurs, comme pour les animaux, de mettre certaines lois pour les considérer aussi comme des êtres sensibles, des êtres vivants qui ont une conscience. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, cette notion de conscience animale. Et donc de les respecter, et l'eau, on doit aussi la respecter. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Alors, je dirais tout simplement que notre corps a soif de cette eau matérielle et que notre âme a soif également de cette eau spirituelle. Et alors en ça, pour moi, je reviens à nouveau à cette notion de foi. C'est-à-dire que Bernadette, la petite Bernadette Soubirous, ça me disait que l'eau de Lourdes n'avait pas plus de vertu que ça,
si on n'avait pas la foi. Et je pense que cette foi, c'est-à-dire cette reliance, en fait, à l'invisible, tout simplement, à quelque chose de plus grand que nous, eh bien, c'est ce qui nous rend vivants. C'est ce qui nous guide dans notre quotidien. Et je vais citer Angelus Silesius pour terminer, qui était un médecin théologien, prêtre et mystique allemand du XVIIe siècle, qui nous appelle à revenir à notre cœur et à laisser ce plus grand agir à travers nous. Alors, la citation est la suivante. N'appelle pas Dieu à voix haute, car sa source est en toi. Et si tu n'obstrues pas le passage, rien n'en suspend la coulée. Et je trouve magnifique faire ce lien entre cette eau que l'on a aussi à l'intérieur de nous, cet invisible qui est là pour nous guider aussi tout simplement et nous amener à cette reliance en fait. Ouais, c'est exactement ça, ça me parle beaucoup, effectivement. Un très très grand merci. C'est moi qui vous remercie infiniment, Sophie. Vraiment, merci pour toutes ces questions et cet échange très sympathique. En tout cas, c'était un plaisir aussi d'échanger avec vous. Et en tout cas, pour nos auditeurs, je les invite, s'ils veulent en savoir plus, à lire votre ouvrage. Tout est lié. Et si l'eau avait une conscience, paru aux éditions Le Duc Ezo, que j'ai trouvé très intéressant. Et comme je vous disais, j'allais dire en off, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'aussi, on traite un sujet, j'allais dire, qui peut paraître justement subtil, irrationnel même peut-être, et avec une approche rationnelle. Il y a vraiment ces deux qui coexistent, le subtil et le rationnel. Et du coup, je le trouve très riche pour ça aussi, parce que l'approche est intéressante. Merci beaucoup. J'essaie de relier la science et ce monde dit de la spiritualité en toute simplicité et aussi à travers mes expériences, parce que c'est ce qui me guide en fait, tout simplement. Et vous le partagez d'ailleurs dans votre ouvrage, et c'est très intéressant aussi, ces retours d'expérience. Et puis, ça ramène du concret. Donc, oui, donc c'est très chouette. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci Sophie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!